De toute façon, dans nos métiers, entre 30 et 100, c'est la merde absolue. Il y a tout qui pète de partout, il n'y a rien qui est vraiment autonome, tu interviens partout. Tout ça, tu fais plus tant de profit que ça. Coaching coach, customer care veille à ce que le chemin dans le programme se passe bien et que les clients ils aient ce qu'ils veulent, qu'ils naviguent bien, qu'ils aient les bonnes ressources et qu'on les soutienne moralement. Au tout début, c'était moi qui, à la main, sans aucun système, ai poussé la boîte jusqu'à 30-40 000 par mois. Ensuite, il y a Xerius qui est venu au marketing et qui a mis des systèmes au marketing, des systèmes aux produits, etc. En gros, il a créé un narratif partout, un narratif et des process. Un narratif de voici comment on organise pour qu'une publicité soit créée, voici comment on organise le funnel, voici comment on organise la vente, les process de la vente, voici comment on recrute, voici comment c'est délivré. J1, telle personne intervient, J2, telle personne intervient, J3, telle... Tu vois, il a vraiment créé tout ça et il l'a mis en place. Et derrière, entre 30-40 et 100K par mois, c'était juste oser appuyer sur le bouton en pub et en organique. Et appuyer plus fort, tu vois. De toute façon, dans nos métiers, entre 30 et 100, c'est la vallée de la mort, c'est la zone de l'enfer, entre 40 et 80 globalement. Des fois c'est avant, des fois c'est après, mais bon, c'est globalement cette zone-là. 30-40 jusqu'à 80-100, c'est l'enfer sur Terre. Au-delà, les gens fonctionnent bien, les process tournent, et après, les prochains enjeux, ça va être de mettre des C-level dans ta boîte, donc des directeurs de pôle. Et moi, aujourd'hui, j'ai un directeur du pôle vente. Donc en fait, quand il y a une couille au pôle vente, on m'en informe, mais c'est pas moi qui la règle. J'ai un directeur du pôle marketing, j'ai un directeur du pôle produit, j'ai un directeur du pôle SA. En fait, moi, aujourd'hui, on est une trentaine dans la boîte, mais moi, je parle encore régulièrement à 5 personnes. Entre 100 et 200K, il y a deux grosses compréhensions qui sont importantes. La première, c'est de lâcher la notion d'éthique. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut pas. Moi je suis comme ça, moi je suis pas comme ça. Ah non, ces pratiques là, moi je les fais pas. C'est du bullshit. C'est du bullshit qu'on se raconte pour se draper de blanc et pour se dire qu'on est des gentils contrairement aux autres qui sont méchants. Moi j'interdisais à mes sales de pousser un peu la vente parce que je suis un gentil et que nous on n'est pas comme ça. Et en fait on s'est rendu compte qu'on avait un produit qui était parmi les meilleurs du marché et qu'en fait si nous on poussait pas la vente, nos concurrents avec des produits dégueulasses ils poussaient la vente. Et donc en fait parce que nous on n'osait pas se mouiller, on faisait un truc qui n'était pas dans l'intérêt du client, ni dans l'intérêt de l'entreprise. Pareil, je ne dis pas ça dans mes publicités, ça sonne faux. Ouais, mais on s'en fout en fait, l'entrée de ton tunnel c'est une entrée de tunnel, c'est pas ta confession devant Dieu à l'aube de ta mort, tu vois. Enfin rien à branler en fait. C'est si le prospect veut entendre ça, tu te dis ça, point, ta gueule. On s'en fout que tu crois ou pas, on s'en fout que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. En fait, tu mets toute ton âme dans ton produit, pas dans ta pub. La pub, tu dis ce qui marche. Le funnel marketing, tu dis ce qui marche. On s'en fout que ce soit vrai, que tu le penses. Non, derrière, c'est le produit. Moi, là, j'ai pris des Américains pour bosser sur YouTube Ads. Ils m'ont fait faire des pubs. Je vais te donner le secret des 100K par an. J'ai envie de mourir d'avoir dit ça. Pas grave. C'est une pub. Si tu veux, tout le monde sait que tes Frosties, ils sont pas ramenés par un vrai tigre. Ça les a pas empêchés de faire une pub. Et à un moment, c'est une pub, faut lâcher prise. Et derrière, tu vas avoir un problème de rétention. Donc, il faut que tu augmentes tes prix, que tu augmentes ton panier moyen et que tu puisses vendre à tes clients autant que tu vends à tes prospects. Parce que c'est ce qui va te permettre d'augmenter ta LTV, donc de dépenser plus en étant toujours aussi rentable, et donc de cramer le marché. Mais je dirais que le début, jusqu'à 20-30K, c'est de trouver un produit et ensuite un funnel qui marche. 30 à 100K, c'est d'être capable d'amener du trafic froid, de devenir client et de pousser plus fort sur la pub. 100 à 200, c'est de lâcher la notion d'éthique et d'augmenter la LTV. Moi, actuellement, on fait 25% de notre chiffre d'affaires, je crois, sur nos clients. Parce qu'il y a des upsells, des continuity, des machins, des trucs. Et parce que notre team d'accompagnement et de coach, de plus en plus, ils se positionnent comme des sales, comme des CSM. Et en fait, leur job... Et là, ça, c'est une grosse compréhension récente sur la gamification du produit. Faut pas essayer d'upsell le client à la fin du programme, parce que c'est là où il est le plus déçu en général. C'est quand il a son pic de dopamine et de résultats, c'est là que tu l'upsell. Et s'il te dit oui, mais il me restait 2 mois, c'est pas grave, on te les déduit de l'upsell, t'inquiète. Et en fait, on veut systématiquement upsell que les 10% qui ont le plus de résultats. Sauf qu'en fait, il faudrait upsell ou continuity tout le monde, sauf les 10% les plus déçus. Et quand tu comprends ça, tu vois où est ta déperdition de valeur et comment il faut restructurer. Et derrière, une fois que tu es à 100 pour passer dans les paliers du dessus, ce sera LTV, upsell, croissance, back-end et écosystème de produits plus écosystème média pour être de plus en plus rentable sur tes leads. Parce que à 100K, pour spend assez pour aller à 200-250, tu vas commencer à bouffer des diminishing returns sur tes pubs et donc il faut que tu encaisses plus derrière. Mais déjà, pour aller à 100, c'est juste fais plus de ce que tu fais actuellement en solidifiant ton pôle produit et ton pôle livraison en général et en acceptant que le moteur il va tousser et qu'il y a des endroits où ça va merder. Donc il y aura des clients pas contents, il y aura des litiges, il y aura des mises en demeure, etc. Tu n'en es pas encore à l'étape où tu commences à manger plein de procès, mais ça fait partie du job, tu vois. Il faut vraiment que tu te constitues une équipe livraison et SAV et que ce soit des gens à qui tu fais assez confiance pour pas t'en occuper.
Moi, je suis passé par là, c'était une compréhension super difficile, tu vois. C'est que, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que j'avais des litiges, mon chiffre d'affaires se cassait la gueule. À chaque fois qu'on me racontait que les clients avaient des wins et qu'on me remontait des NPS et des résultats financiers clients qui étaient vachement bons, tu vois, et que je commençais à me raconter une petite histoire dans ma tête à quel point on était fort, notre chiffre d'affaires augmentait. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on me préserve, en fait. Que le job de toute la boîte, c'était de pas me niquer le moral. Parce que sinon, on casse la boîte. Et moi, mon job, c'est de rêver, de penser, dire et faire des choses impossibles que le pôle livraison. En fait, moi, mon job, c'est de faire des trucs où le pôle livraison, ils se disent à chaque fois, oh putain, qu'est-ce qu'il a encore branlé ce con. Et c'est leur job ensuite de réparer la merde. Et une fois tous les 3, 6, 12 mois, je mets les mains dedans avec eux pour réparer ma propre merde, tu vois. C'est moi qui foutu la merde, je vais la réparer, je vais les aider, je les laisse pas tout seul, tu vois. Pareil pour le juridique, pareil pour tout. Mais Steve Jobs était connu pour avoir une distorsion de la réalité très très forte, ce qui était un enfer pour les gens qui le fréquentaient. Parce que vraiment, il vivait en permanence dans un déni de réalité de ce qui était possible ou pas et de ce qui était vrai ou pas. Mais c'est ce qui en faisait un créatif extraordinaire. Elon Musk, que tu viens de lui dire c'est pas possible, il te fout à la porte. C'est je vais trouver une solution. Moi, à partir du moment où je dis qu'un truc est vrai, le truc est vrai, démerde-toi. Et je rends fou tout le monde, tu vois. Marie se fout de ma gueule avec ça tout le temps. Je suis en permanence dans le déni de réalité. Je m'invente des histoires dans ma tête et je suis persuadé qu'elles sont vraies. En fait, si tu veux, ton job de CEO, c'est de plus toucher terre tellement tu penses que t'es en train de changer l'avenir du monde. Faut que t'aies tous les matins l'impression que c'est toi qui es en train de résoudre le problème de l'énergie dans le monde, tu vois. Enfin, et c'est cet élan que tu vas avoir à l'intérieur qui fait que tu te sens invincible, qui fait que tu deviens créative, qui fait que tu as les meilleures idées, etc. Tu peux pas être le visionnaire créatif et enthousiaste et l'opérateur avec les mains dans la merde. Et Jobs, Wozniak, partout, tu regardes toutes les plus grosses boîtes, il y a 2 gars. Il y a un créatif fou et génial et un opérateur cartésien qui met les mains dedans. Parce qu'en fait, c'est toujours juste ça, en fait. C'est bien identifier et définir le problème, voir ce qui est normal et ce qui n'est pas. Et une fois que t'as mis de la clarté sur quelle est la vraie question et que tu t'es rendu compte que la réponse, en fait, tout le monde la vit. T'as pas un problème, en fait, c'est tout le monde pareil, c'est normal. Et derrière, en fait, c'est juste, ok, bon, il n'y a plus qu'à structurer pour que ça arrive pas. On a un accompagnement de 6 mois où ils ont une customer care qui vient leur parler toutes les semaines. Il y a 7 coachs avec lesquels ils ont des permanences de groupe thématiques, plus ils peuvent avoir des flashs quand ils sont bloqués en one-one, plus la vidéo, plus le groupe, plus la communauté, plus les événements annuels, etc. Le programme d'entrée, il est entre 6000 et 7005. Et derrière, on a du back-end entre 10 et 18. Et on a du continuity programme à 50% du prix. Est-ce qu'on peut toujours donner la même qualité de réponse et est-ce qu'on peut rentrer autant dans le détail avec les gens et comment est-ce qu'on rend ça possible? Nous, ça a été d'ajouter du customer care. Parce que les coachs, en fait, ils n'ont pas le temps de rentrer dans le détail avec chaque client. Par contre, les customer care, elles discutent avec tous les clients de toute l'entreprise toutes les semaines. Et donc, en fait, c'est elles qui rentrent dans le détail, qui creusent, quoi. Mais après, aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, c'est plus un problème, tu vois. Par exemple, nous, on a pris tout notre programme, on l'a mis sur Transcriptor. Donc, en fait, l'intégralité de mon programme vidéo, ça donne un PDF de 294 pages. J'ai créé un custom GPT. Je lui ai donné le PDF de 300 pages. Je lui ai donné des instructions sur comment coacher, comment répondre, comment se positionner. Et en fait, maintenant, je ne l'ai pas donné aux clients parce qu'il y a des sortes de responsabilités, etc. C'est très touchy, tu vois. Mais les coachs et les customer care, elles ont une GPT qui connaît tout le programme par cœur et qui est capable de naviguer à l'intérieur. Et en fait, quand il y a un client qui dit un truc, elle pose la question au GPT qui est capable de répondre. Nous, là, on est carrément en train de faire des trucs où, quand les sales, ils ont un call, ce call, il est enregistré automatiquement avec Google Meet, il va dans un dossier. Nous, derrière, on va appliquer Make. Ce call, il va être extrait et il va être transcrit. Et derrière, une fois que ce call, il va être transcrit, il va être passé avec un prompt dans de l'IA pour que l'IA puisse analyser en termes de qualité le call et savoir s'il n'y a pas de conneries qui ont été dites par le sales et mettre une note de transparence. Et en fait, donc chaque sales, il a un call. Dans l'heure, moi, je reçois une petite alerte qui dit ce call-là, voici la note. Ça, on va le mettre en place. Et en gros, dès qu'il y a moins de 5 sur 10, alerte, il faut aller réécouter le call, il faut voir quelle connerie le sales il a dit qui a été analysé par l'IA et qu'on puisse corriger et améliorer le sales. C'est vraiment que le goulot d'étranglement, c'est moi. À chaque fois. C'est cette phrase de Alexis Eve, les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. En fait, il te faut un coach mindset plus un psy. Sinon, tu vas pas pouvoir scaler ta boîte parce que tu vas la planter, parce que tu vas ramener tes blessures perso à des endroits qui ont rien à foutre là. Moi, c'est mon sentiment profond de jamais être assez bien qui a rejailli sur les clients pas contents. Et donc, en fait, je me sentais mal parce que je pensais que c'était ma faute, que c'était moi qui étais pas à la hauteur. Donc, en fait, des clients pas contents, il y en a qui sont pas contents parce qu'ils sont pas contents. Point. Il y en a qui sont cons. Il y en a où t'as merdé aussi. Il faut réparer pour plus merder. Il faut rembourser, il faut faire les choses bien, tu vois. Mais il y a aussi un petit pourcentage de gens, c'est juste des cons. Il y a rien à faire. Alors, tu peux apprendre à les spotter pour plus les signer. Mais des fois, il y en a qui passent entre les mailles du filet et t'aurais pas dû le signer et il va te faire chier, il va te dire que t'es une sous-merde et que tu mériterais de mourir. Et si t'as pas résolu tes traumas, tu vas te dire oui, c'est vrai.
et tu vas plus pouvoir scaler ta boîte. Alors qu'en fait, non, c'est pas vrai. C'est du coup accepter que souvent tu seras le méchant de l'histoire de quelqu'un. Et c'est ok. Derrière, on essaie de faire les choses bien, on fait de notre mieux, on a une boussole morale intérieure qui nous dit quand on fait bien ou quand on merde un peu. Mais c'est tout. Et surtout se rendre compte que scaler une boîte, c'est juste scaler une boîte, c'est une compétence. C'est comme faire des maths, c'est comme sauter à la corde, c'est comme dessiner, etc. Ça n'a rien à voir avec toi en tant qu'humain, ça n'a rien à voir avec ton niveau de bonheur, ça n'a rien du tout. Moi, j'ai eu des périodes les plus heureuses de ma vie où ma boîte se cassait la gueule. J'ai eu des périodes les plus dures de ma vie où j'étais tous les jours en train de bosser comme si de rien n'était, à scaler ma boîte, à faire une tonne de pognon, à plus savoir où le foutre ni quoi en foutre, alors que le matin je me levais avec envie de chialer, le soir je me couchais avec envie de chialer. Ça veut rien dire en fait, c'est scaler une boîte, c'est une compétence. Et la compétence n'a rien à voir avec ta valeur d'humain, n'a rien à voir avec ton niveau de bonheur, n'a rien à voir avec toi en tant qu'individu, avec ta vie, avec rien de tout ça. Moi j'ai des jours, j'ai 12 heures de call que j'assure et je fais une tonne de pognon, et j'ai une boule dans le bide avec envie de chialer toute la journée parce que truc perso. J'ai des jours où je me sens trop bien et toute ma boîte est en train de tomber en morceaux. C'est pas corrélé en fait. Et si tu le comprends, tu peux tout déconnecter. C'est Leila Hermosi qui dit ça, tu vois, fuck your emotion, do what you need to do. C'est pas exactement ça la phrase, mais en gros c'est ça. En fait, bah les couilles que tu te sentes pas trop de... Fais-le, c'est tout, t'as à le faire. Si c'est autant déconnecté de qui je suis, alors dans ce cas-là, en fait, c'est juste une compétence à apprendre. Et un truc à faire. Et en fait, quand je suis heureux, j'arrive à mettre un pied devant l'autre. Quand je suis malheureux, j'arrive à mettre un pied devant l'autre. Pourquoi ? Parce que j'ai appris à marcher. Parce qu'il y a une boîte, c'est pareil. Et les émotions font partie du job. Et ça fera ça à l'intérieur de toi. Et dans ta boîte. Ce qui est le plus douloureux, le plus dur, c'est la croyance profonde que ça devrait être autrement. Et donc que c'est toi qui as un problème. Non, c'est comme ça que c'est censé être. C'est censé être la merde et les montagnes russes. Et c'est pas grave, c'est pas censé être autrement que ça. Tu peux pas savoir où est-ce qu'il y a une faiblesse dans ta plomberie si tu remplis ta baignoire goutte par goutte. Et du coup, il faut ouvrir le robinet à fond et ça va péter de partout, ça va niquer ton équilibre. Mais il y a que là que tu sauras où est-ce qu'il faut réparer. En fait, non mais le sujet, c'est de te dire, tu dois pas ouvrir le robinet à fond toute l'année. Tu l'ouvres à fond, ça pète partout, tu répares. Pendant que tu es en train de réparer, tu as diminué l'eau aux 3/4. Donc en fait, ça crée pas plus de merde, parce que tu répares calmement. Et tu fais ça 4, 5, 6, 10 fois, et à un moment, tu arriveras au stade où tu seras capable d'anticiper 80% d'où ça va péter.